Bonjour, dans ce livre, je vous propose une autre histoire du piano. Il ne s'agit pas d'un livre historique qui retrace la chronologie des événements. Il ne s'agit pas non plus d'un livre d'organologie. Je fais la jonction entre esthétique et organologie. Je m'intéresse à la musicalité du piano au fil des âges, depuis ses origines jusqu'au XXIe siècle. Le piano incarne un paradoxe. C'est en même temps une machine performante, mais surtout un instrument d'art. C'est ce qui m'intéresse personnellement, en tant que musicologue. Or, une machine est quasiment condamnée à progresser. Une machine, elle est performante, elle est perfectible, on peut toujours l'améliorer. En art, en revanche, il n'y a pas progrès, il y a changement. Le moderne n'est pas supérieur à l'ancien, et l'ancien n'est pas supérieur au moderne. Les deux sont différents. Selon ce principe que j'ai développé auparavant dans Les Avatars du piano, mon précédent ouvrage, paru aux éditions Beauchesne en 2012, je continue de creuser dans cette perspective. Dans La facture du piano et ses métamorphoses, j'ai aussi consacré un chapitre à la copie moderne de piano ou de pianoforte ancien, parce que je considère que ce courant qui est né avec l'interprétation sur instrument d'époque, il fait partie de la facture moderne. Si vous allez le lire, vous allez voir que la première copie de pianoforte, à ma connaissance, elle a été réalisée par Ibach vers 1890. C'était une copie d'un piano Walter de l'époque de Mozart. De même, j'essaie de définir qu'est-ce qu'un pianoforte, qu'est-ce qu'un piano ancien, qu'est-ce qu'un piano moderne, et j'ai trouvé des choses qui m'ont étonné. Par exemple, l'appellation piano moderne concerne un modèle qui est né dans les années 1870, c'est-à-dire qui a 140 ans et un peu plus, ce qui est quand même un paradoxe. Finalement, dans cet ouvrage, je m'intéresse aussi aux innovations contemporaines. Alors, comme vous le savez, Steinway domine le monde du piano depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, seule une poignée de fabricants de pianos sont radicalement différents. Attention, je ne vous parle pas des différences entre Yamaha et Steinway par exemple. Elles existent bien sûr, mais à mon avis, elles sont minimes. Elles sont très faibles si on considère toute l'histoire du piano, évidemment. Aujourd'hui, ces facteurs-là, je leur ai consacré le dernier chapitre du livre. Tout d'abord, en France, Stéphane Polello. Il a réalisé un piano de 102 touches à cordes parallèles. Donc il a ressuscité les cordes parallèles, parce que comme vous savez, les cordes des pianos modernes sont croisées depuis la fin du XIXe siècle. Et Stéphane Polello aussi est un fabricant de cordes, et ces cordes ont été exploitées par d'autres fabricants novateurs. David Klavins en Allemagne, et maintenant il est en Tchéquie. Il a fait un très petit piano, un unacorda, un piano miniature, qui pèse 100 kg, avec des cordes Polello. C'est un monocorde, c'est-à-dire chaque touche a une seule corde. Donc il est très facile à accorder. Klavins a aussi réalisé récemment un piano girafe, c'est-à-dire un piano droit géant qui fait 4,50 m. Mais il l'a terminé juste après l'édition de ce livre. Il y a aussi David Rubenstein en Californie aux États-Unis. Il a fabriqué un énorme piano à queue, le R371, dont la taille, la longueur, comme son titre l'indique, fait 371 cm. Et puis, il y a aussi la figure incontournable de Wayne Stewart en Australie. Ce fabricant australien a commencé à fabriquer des pianos dans les années 1990. Il a dès le début souhaité se démarquer de manière radicale de Steinway. Il a fait plus que 55 pianos à ma connaissance. Et surtout, si vous souhaitez connaître l'histoire du premier piano dans l'histoire qui fait 108 touches, qui a été réalisé par Wayne Stewart en Australie, il faut lire ce livre. C'est un piano à 9 octaves exactement, donc chaque note est jouable 9 fois. Pour Wayne Stewart, c'est la moindre des choses. Pour nous, c'est vraiment un phénomène extraordinaire. Finalement, le piano, comme je le dis souvent dans mes écrits, il incarne la culture occidentale, la musique occidentale. Il a des hauteurs fixes. Au cours de l'histoire, on a accordé les pianos différemment, on a fait des pianos à microtons, on continue d'en faire, des prototypes surtout, mais le piano a toujours eu des hauteurs fixes.
il existe un piano, un seul prototype en Angleterre. C'est le Fluid Piano de Jeffrey Smith. Eh bien, c'est un piano qui permet de jouer pendant le jeu ou avant le jeu. Il permet de faire fluctuer chacune de ses hauteurs. C'est-à-dire à chaque touche correspond un curseur qu'on peut bouger, un peu comme le doigt d'un violoniste, et on peut descendre la hauteur de chaque note jusqu'à un demi-ton, et on peut la monter d'un demi-ton en s'arrêtant où on veut. Pour moi, c'est un piano vraiment révolutionnaire. Je l'ai appelé le caméléon des hauteurs. Alors, pour vous prouver aussi que je ne vous raconte pas des salades, je vais vous montrer deux exemples sur mon propre piano qui est de l'époque de Chopin, des années 1840, en vous montrant deux exemples liés à l'écriture de Chopin, notamment avec des pédales longues dans de préludes, qui ne sont pas réalisables sur un piano postérieur et sur un piano antérieur également. Je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à me poser des questions dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Très brièvement, deux courts exemples des préludes de Chopin sur un piano de 1843, c'est-à-dire de l'époque de la composition de ces pièces. Regardez le début du 15e prélude. Chopin laisse la pédale forte soulevée pendant toute la première mesure. Cela ne peut pas être respecté sur un piano postérieur parce qu'il est plus puissant. Dans ce cas-là, le Fa durerait trop longtemps et gênerait le La bémol. Sur un piano de l'époque, ça marche facilement. Je ne joue que la première mesure. Encore une fois. C'est très facile à faire. Regardez le début du 24e prélude. Chopin laisse une pédale pendant 4 mesures et ensuite, de la mesure 5 à la moitié de la mesure 10, une autre pédale qu'on ne change pas parce que l'accord ne bouge pas. Et ça marche très bien et très facilement.